Bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique et les titres de cette actualité ce matin. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous. Emmanuel Macron répondra au message assourdissant des Français. C'est ce qu'a assuré Édouard Philippe hier devant les sénateurs. 4 heures de discussion, d'interpellation, de questions-réponses. Et comme toujours, pas d'annonce à l'issue du grand débat national. Le chef de l'État doit lui s'exprimer et trancher en début de semaine prochaine. C'est une des pistes pour sortir justement du grand débat, un acte 3 de la décentralisation réclamé par les élus et par les collectivités locales. L'exécutif entretient le flou sur cette nouvelle étape. Emmanuel Macron pourrait-il faire des annonces en la matière? Les détails dans cette édition. Le sport pour tous, grande cause nationale en 2020, c'est la principale proposition d'un rapport sénatorial sur le développement du sport dans la société. Nous recevrons son auteur, le sénateur de l'Isère, Michel Savin. 4 heures de discussion, d'interpellation, de questions-réponses. Édouard Philippe a fait face hier aux sénateurs pour la restitution du grand débat et comme toujours depuis le début de la semaine, pas d'annonce mais des pistes à l'issue du grand débat national. Retour sur l'intervention du Premier ministre au Sénat, un exercice rythmé et quelques moments de tension, vous allez le voir, avec ce récit de Quentin Calmet. C'est un exercice inédit qui s'est joué au Sénat. Première partie la plus convenue, le Premier ministre, comme il l'avait déjà fait à l'Assemblée nationale, prend la parole, suivi de tous les présidents de groupes politiques. Chacun dessine ses conclusions du grand débat national et les enseignements à en tirer. Et l'exercice n'a pas fait l'économie de quelques tirades. Il faut refermer très vite ce grand débat. Le grand débat a assez duré et le temps des décisions, mes chers collègues, est enfin arrivé. Mais il n'y aura pas de sortie de crise sans un langage de vérité. Votre politique, vos dits et vos non-dits, restent anxiogènes. Anxiogènes pour l'âge de la retraite et sa fixation, anxiogènes pour le statut des 5,5 millions de fonctionnaires, anxiogènes pour les ressources des collectivités locales, anxiogènes pour nos libertés publiques, anxiogènes pour la préservation de la loi de 1905, anxiogènes pour le financement des aides au logement. Pour la seconde partie, les sénateurs adressent 30 questions à la dizaine de ministres présents dans l'hémicycle. Fiscalité, santé, accès aux services publics et surtout place des collectivités locales. L'exercice est rythmé, mais le ton est polissé. À de rares moments, la tension monte, comme lorsque les communistes dénoncent la privatisation d'Aéroports de Paris. Poursuivez, monsieur le ministre. Mais je ne peux pas poursuivre, monsieur le président. Bon, laissez finir le ministre. Après 4 heures d'une séance extraordinaire, pas d'annonce de la part du gouvernement sur la sortie du grand débat, mais les sénateurs ont pu rappeler leurs priorités politiques. Voilà, et c'est une des pistes pour sortir du grand débat, un acte 3 de la décentralisation réclamé par les élus et par les collectivités locales. L'exécutif entretient le flou sur cette nouvelle étape et Emmanuel Macron pourrait-il faire des annonces en la matière? Élément de réponse avec Fabien Recker. Parmi les conclusions du grand débat, celle-ci met tout le monde d'accord. Les Français veulent plus de proximité avec les pouvoirs publics, surtout ceux qui vivent à l'écart des grandes villes. Et que la relation entre les métropoles et les autres parties du territoire doivent à l'évidence être rééquilibrées ou repensées. Un rééquilibrage qui devrait donc s'attaquer à certaines conséquences de la loi NOTRe, synonyme de la politique des grands ensembles au détriment des petites communes. La société d'éloignement qu'on a créée, c'est des régions toujours plus grandes, des cantons toujours plus grands, des communes toujours plus grandes, des intercommunalités toujours plus grandes. Nous avons tellement étiré ce lien géographique que nous avons brisé le lien civique. Restaurer du lien, mais surtout transférer des compétences, demandent les sénateurs au gouvernement. En ligne de mire, un nouvel acte de la décentralisation. Donnons aux collectivités un pouvoir accru de fiscalité. Décentralisons notre économie via les régions. Donnons des capacités d'investissement. Mais une décentralisation accrue n'exonérerait pas l'État de renforcer sa présence dans les territoires. Pour la ministre en charge du dossier, ce n'est pas incompatible. Déconcentration et décentralisation ne sont pas antinomiques et qu'on peut imaginer effectivement des transferts nouveaux vers les collectivités territoriales, mais qu'on peut aussi conserver une organisation territoriale de l'État qui soit forte. En matière territoriale, la Haute Assemblée attend désormais les annonces d'Emmanuel Macron. Voilà, tout de suite on passe à la rubrique L'œil 2 dans un instant. À tout de suite.
Bonjour Laurence Lemouzy, vous êtes directrice de la revue Pouvoirs locaux. Merci d'être sur ce plateau ce matin pour nous éclairer. Bonjour Laurence Lemouzy, on est ravis de vous recevoir. Je cite également l'Institut de la gouvernance territoriale. On va parler avec vous de cet aspect territorial du discours d'Édouard Philippe hier. Rien de bien nouveau. En ce qui concerne l'organisation territoriale, le gouvernement parle de moins en moins d'un acte 3 de la décentralisation. Oui, je crois que le gouvernement se dit que rentrer dans la mécanique institutionnelle une fois de plus, commencer à entreprendre des modifications qui ont été quand même nombreuses ces dernières années, rien que sur la séquence 2010 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 3 lois, 4 lois, un élargissement des périmètres de plusieurs niveaux de collectivités locales. Donc l'essentiel dans cette demande de proximité qui a émergé, c'est sûrement pas de commencer à faire des cathédrales institutionnelles à nouveau, une mise en scène, une mise en acte numéro 3, mais de s'attacher à des points peut-être qui parlent davantage du quotidien des Français. Alors on va en parler de ces points justement que vous évoquez. C'est en tout cas un des grands thèmes qui préoccupent et les élus et les Français avant de continuer à en discuter. Avec vous, je vous propose de regarder ce sujet de Jonathan Dupriez. Ce pourrait être une piste pour l'exécutif. Lancer une nouvelle vague de décentralisation à l'issue du grand débat. Mais face aux sénateurs, Édouard Philippe a salué l'état de décentralisation actuel du pays, provoquant des huées dans l'hémicycle. Jamais dans notre histoire, notre République n'a été aussi décentralisée. Jamais dans l'histoire de notre République, je crois pouvoir le dire, les collectivités territoriales n'ont bénéficié d'autant de moyens financiers et humains. Au fil de ces rencontres avec les élus locaux, Emmanuel Macron s'est forgé la conviction que la décentralisation amorcée en 1982 est bancale. Une position que partagent certains sénateurs qui plaident pour une clarification des compétences des collectivités. L'État, il a le sentiment, dans la vieille tradition centralisatrice française, que même sur les questions décentralisées, sur lesquelles il n'a plus vraiment les moyens, il doit continuer à maintenir un bout d'administration, un contrôle, et ça fait désordre. À un moment donné, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Ce que l'État abandonne au territoire, il faut qu'il l'abandonne vraiment et complètement. Autre sujet très attendu, la réforme de la fiscalité locale, maintes fois repoussée par le gouvernement. Il faudra attendre le prochain projet de loi de finances pour connaître les modalités de compensation de la taxe d'habitation. Le gouvernement devait réformer la taxe d'habitation et nous dire comment il allait la remplacer sur un projet de loi qui aurait dû être déposé mi-avril. C'était les annonces du gouvernement du mois de décembre. Or, on voit bien que là, on ne voit rien venir, justement. Et la seule chose qui a été annoncée, c'est que la taxe d'habitation serait complètement supprimée d'ici 2022. Donc, comment va-t-on réformer tout cela? Il y a une vraie attente de la part des collectivités. Pour les territoires, la sortie du grand débat pose aussi la question des institutions, notamment la place du Sénat. Le président de la République avait émis la possibilité d'une fusion avec le CESE. Laurence Lemouzy, jamais les collectivités n'ont eu autant de moyens financiers. C'est ce que vient de déclarer, on l'a entendu, Édouard Philippe. Il a raison, le Premier ministre. Si on se base sur les chiffres, il n'a pas tout à fait raison. Il n'a pas non plus raison de dire que la France, alors il a dit sous la République, n'a jamais été autant décentralisée. Il faut remonter un petit peu plus loin. Sous la monarchie, sous l'Ancien Régime, il y avait ce qu'on appelle un manteau d'arlequin avec des provinces, des statuts différents et une très grande diversité. Donc de dire que jamais la décentralisation n'a été aussi forte, à votre sens, ce n'est pas vrai aujourd'hui? On pourrait aller plus loin dans la décentralisation? On pourrait aller plus loin dans la décentralisation. Je ne suis pas sûre que les sénateurs seraient tout à fait d'accord, mais il y a des propositions. Il paraît qu'on aime les propositions disruptives, mais pourquoi pas un pouvoir normatif, local? Pourquoi pas une séparation de l'exécutif et du délibératif dans les régions pour faire vivre une démocratie régionale? On peut aller plus loin, mais on regarde toujours la décentralisation sous le prisme de l'État. On oppose jacobin, girondin, décentralisation, déconcentration, et on ne comprend pas qu'on est peut-être passé de la décentralisation à la gouvernance territoriale et que État et collectivités locales sont puissance publique et que c'est à elles de se chaîner pour améliorer les services publics. Vous voulez dire que la question, elle se pose plus en termes de clarification des compétences, c'est ça? C'est également ce qu'a évoqué Édouard Philippe et Jacqueline Gouraud. Oui, mais là, c'est encore un serpent de mer. À force de clarifier, il n'y a pas eu un projet de loi qui n'a pas voulu ni clarifier et qui n'a pas voulu aussi simplifier. Je pense qu'il est temps, et c'est peut-être ça qui a fait réagir les sénateurs,
que les collectivités territoriales, on arrête de les prendre pour des prestataires de services à qui l'État délègue des compétences et pas toujours les moyens financiers qui vont avec. C'est ce manque de confiance qui empêche effectivement une action publique plus moderne. C'est ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron encore récemment, le 3 avril à Saint-Brieuc. Selon lui, la décentralisation est d'une certaine façon bancale. Des compétences ont été décentralisées. Sans décentraliser, la responsabilité et les financements qui vont avec. Ça nous amène à cette réforme de la fiscalité locale, visiblement, encore une fois, repoussée. Oui. Elle est repoussée parce que ses dommages et ses effets collatéraux seraient très nombreux, mais elle serait plus facile à faire si enfin on se disait que la décentralisation c'est enfin une réforme de l'État et que l'État lui-même dise ce qu'il veut continuer à faire ou à ne pas faire. Lorsque vous avez par exemple sur le thème des mineurs non accompagnés des additions qui s'alourdissent pour les collectivités, en particulier des départements, cadre du département de l'Hérault, 18 millions d'euros qui n'étaient pas du tout prévus dans le budget et qui s'accroissent. C'est une réalité où il faut arrêter effectivement les doublons, savoir qui fait quoi et être dans un pays décentralisé, mais c'est une équation difficile à trouver dans un pays qui est avant tout unitaire. Comment peut-on être un pays unitaire décentralisé? C'est encore une singularité française. Il faut juste peut-être pousser le curseur de la décentralisation un peu plus loin, mais ce n'est pas une histoire institutionnelle, c'est une histoire aussi de contenu des politiques publiques. Par exemple, on sent aussi que le Sénat hier a réagi parce qu'il a à l'esprit l'apprentissage qui s'en va des compétences régionales. Et il paraîtrait peut-être que demain, on reparlerait de la régionalisation, par exemple, de Pôle emploi. Ça va, ça vient, mais en attendant, le service public, lui, doit vivre. Nous reparlerons de tous ces thèmes. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous. Merci Laurence Lemouzy, directrice de la revue Pouvoirs locaux, de nous avoir éclairé sur ces sujets. On passe maintenant au face-à-face. Interview politique dans un instant. Voilà, et on accueille Michel Savin, sénateur Les Républicains de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous à nouveau. Bonjour Michel Savin, merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez bien sûr hier dans l'hémicycle, vous avez entendu le discours du Premier ministre. Restitution, énième restitution du grand débat national. Qu'avez-vous retenu? Quelles sont vos impressions? Tout d'abord, ce qu'on a retenu, mais c'est pas nouveau, c'est que le Premier ministre n'a fait aucune annonce, donc pour l'instant, ce grand débat n'a accouché de rien. Ça, on le savait, parce que c'est Emmanuel donc, Macron qui doit trancher normalement l'année prochaine. On se demandait même quelle était l'utilité de ces trois discours qui se sont enchaînés pour le Premier ministre. Ça a dû même être une période un peu difficile pour lui. Maintenant, nous attendons bien sûr les annonces du président de la République et je crois que c'est là qu'on va juger de l'utilité et de l'intérêt de ce grand débat. Néanmoins, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce grand débat? Est-ce que vous saluez l'exercice démocratique? Est-ce que chez vous, dans votre région, les Français ont joué le jeu, ça a marché, ils ont participé aux réunions? Non, moi ce qui m'a surpris, c'est que certains parlementaires, notamment beaucoup de députés, les nouveaux députés En Marche, ont l'air de découvrir les choses. Et ce qu'ont fait remonter les Français lors de ces discussions, aussi bien concernant le pouvoir d'achat, sur la fiscalité, sur les problèmes de santé, sur les problèmes au niveau des collectivités, du rôle des collectivités, tout ça, le Sénat et beaucoup de parlementaires le portent depuis des mois et des mois. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Le président de la République et son gouvernement auraient dû écouter les propositions qu'a portées le Sénat depuis des mois. Le gouvernement a été sourd aux propositions du Sénat. Aujourd'hui, c'est les Français qui le leur disent. Vous voulez dire qu'il y a une attente forte, il faut donc des réponses fortes. Est-ce que justement les annonces, les fameuses annonces du chef de l'État n'arrivent pas trop tard? D'abord, je pense il faudrait peut-être donner un GPS au président de la République. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il faudra avoir une ligne, savoir vers quelle direction on veut aller. Il ne suffit pas d'être en marche. En marche, si on ne sait pas où on va, ça peut être dangereux. Ça peut finir dans un mur, dans un précipice. Donc l'important, c'est que le président de la République et ce gouvernement nous disent vers quoi ils veulent aller. Et puis, à côté de ça, apporter des réponses concrètes à des sujets qui interpellent les Français sur la santé, sur l'éducation, sur la jeunesse, qui a été assez absente de ce grand débat. Donc voilà des grands sujets qui préoccupent nos concitoyens, sur lesquels aujourd'hui, nous attendons des vraies réponses. Alors visiblement, une grande partie de ces réponses, elles devraient être fiscales. C'est ça, selon vous, que doit annoncer Emmanuel Macron? Des baisses d'impôts, on entend beaucoup ça ces derniers jours. Mais au niveau de la
fiscalité, là aussi, on ne peut pas dire qu'il faut travailler sur la fiscalité et continuer à augmenter la dette du pays. Je pense que Bruno Retailleau l'a dit hier, il faut avoir un discours de vérité. Donc on n'a plus les moyens des bases d'impôts, c'est ce que vous nous dites. Il faut surtout savoir vers quoi on veut aller. Est-ce qu'on veut aller vers une baisse d'impôts qui, pour certains, est nécessaire, mais à côté de ça, comment on répond aussi à d'autres problématiques? On parle de la dépendance. C'est un vrai sujet de société qui va coûter des milliards. On parle des problèmes de l'hôpital qui va coûter aussi des milliards. On parle du problème de l'éducation. Donc, quelles sont les économies qu'on doit faire au niveau de ce gouvernement et de l'État pour pouvoir payer ces politiques qui sont attendues par les Français? Donc, ce n'est pas d'augmenter la fiscalité ou de baisser la fiscalité, c'est comment on répartit un budget qui permet de pouvoir répondre aux vraies inquiétudes des Français. Michel Savin, tout autre sujet maintenant. On va parler bien sûr de votre rapport sur le sport parce que vous le présentez, vous le dévoilez ce matin lors d'une conférence de presse. Mais un mot tout d'abord sur la loi anti-casseurs, la fameuse loi anti-casseurs qui a été promulguée, ça y est, ce matin, officiellement. Imaginez, bien sûr, ce texte a été imaginé à l'origine par la droite sénatoriale. Est-ce que vous pensez que cette loi anti-casseurs va changer quelque chose aux manifestations, notamment les manifestations prévues ce week-end ? Oui, ça amène un plus au niveau de la sécurité de ceux qui vont manifester. C'était l'objectif même porté par Bruno Retailleau, le groupe LR au Sénat. C'était de pouvoir assurer des manifestations en toute sécurité. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Donc vous saluez cette promulgation. L'autre actualité, je le disais aujourd'hui bien sûr, c'est votre rapport sur le sport, sur le développement du sport dans la société. Vous avez énormément travaillé dessus depuis de longs mois. Quelles sont les pistes principales que vous proposez ? On part aussi de certaines priorités. Pour nous, le premier message à faire passer, c'est que l'activité physique et sportive c'est un investissement, c'est pas un coût pour la société. Trop souvent, on associe le sport à un coût. Et à nos yeux, et c'est le rapport qu'on va déposer, qu'on va présenter tout à l'heure, c'est un investissement pour la société, aussi bien au niveau de la jeunesse, et c'est un investissement qu'on propose notamment au niveau de l'éducation nationale, de l'école jusqu'à l'université. C'est vrai aussi au niveau de la santé, où on préconise d'encourager l'expérimentation du remboursement des frais d'activité physique et sportive par la sécurité sociale pour certaines maladies, parce qu'on sait bien aussi que l'activité physique et sportive peut compenser et remplacer certains traitements faits par des médicaments. Donc on voit bien que c'est changer un petit peu cette mentalité. On fait des propositions aussi au niveau des collectivités. Aujourd'hui, il existe le 1% artistique au niveau des collectivités. On veut ouvrir ce 1% artistique en direction aussi d'investissement autour du sport. Vous voyez, on a 45 propositions qui vont être présentées sur le sport santé, sur le sport à l'école, sur le sport en entreprise, qu'il faut aussi développer et encourager. On va y venir. En tout cas, une des propositions phares, c'est le sport pour tous, grande cause nationale en 2020. Il est là le message. Bah oui, parce que la France est engagée dans des grandes manifestations, notamment dans la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L'Olympiade commence en 2020. Donc il faut que nous proposons et nous incitons le gouvernement à lancer cette grande cause nationale au niveau du pays. Vous rappelez que le sport, c'est un sujet, vous venez de le dire, qui concerne la santé publique, l'entreprise, les territoires, l'éducation ou encore l'emploi. Tous les domaines aujourd'hui sont touchés par le sport. Bien sûr, ils peuvent en bénéficier. Alors, il faut faire différencier le sport de compétition, le sport que font beaucoup de Français, et les activités physiques et sportives. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut faire, c'est un changement un peu de mentalité qu'on propose aussi, c'est d'inciter les Français, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau de pratique, de pouvoir faire un peu d'activité tous les jours. C'est pour ça qu'on le préconise à l'école, mais on va de l'école à l'EHPAD. À l'EHPAD, aujourd'hui, on propose que des personnels soient formés pour permettre aux personnes qui sont dans les EHPAD de faire quelques activités physiques tous les jours. Monter un escalier, faire 10 minutes de marche. Voilà, c'est une action et c'est des propositions qui touchent l'ensemble de la population. Et le développement du sport, pour terminer, le développement du sport dans l'entreprise, concrètement, comment on peut développer le sport dans l'entreprise ? C'est incité par les entreprises à pouvoir... L'incitation financière, peut-être ? L'incitation financière, mais aussi au niveau responsabilité. On voit qu'aujourd'hui, certaines entreprises sont bloquées par l'URSSAF parce qu'aujourd'hui, certaines activités sont reconnues comme des avantages à la nature, et ça, on doit le faire sauter pour permettre aux entreprises, au contraire, d'inciter, d'encourager leurs salariés à faire de la pratique sportive. Alors, ça peut être partagé dans la journée, mais ça peut être aussi sur des activités avec des associations sportives. Et les bénéfices sont réels, ça c'est
Au niveau de la santé, au niveau du bien-être et au niveau aussi de mais aussi la productivité de l'entreprise. Bien sûr, on sait bien que lorsque dans une entreprise il y a des activités physiques et sportives, l'ambiance est bien meilleure, il y a une cohésion, il y a un travail collectif qui se fait. C'est tout ce qu'on nous a rapporté lors de ces auditions. Ces auditions nous ont permis de voir concrètement ce qui se passait sur le terrain dans certaines régions. On veut étendre ce qui se passe de façon positive dans certaines régions à l'échelle du pays. Voilà, moi je continue sur le sport. Vous êtes un ancien basketteur, oui. Pas seulement membre du Conseil national du sport. Le basket féminin, l'Eurocoupe, ça s'est pas très bien passé hier soir puisque les Montpelliéraines se sont inclinées face à Orenbourg. Il en est où le basket français? Il est en pleine évolution. Sénateur, ancien basketteur. Il est en pleine évolution. Jean-Pierre Suita, qui est le président de la fédération, fait un énorme travail avec toute son équipe. Et c'est l'exemple même d'une fédération qui a anticipé l'évolution de la pratique du sport. Jusqu'à présent, jusqu'encore aujourd'hui, le basket, c'est le 5-5. Et aujourd'hui, la fédération est en train de développer un gros chantier sur le 3-3 qui permet d'ouvrir la pratique à beaucoup plus de pratiquants. Pour les néophytes, le 5-5, le 3-3. C'est 5 joueurs contre 5 garçons contre 5 garçons ou 5 filles contre 5 filles sur un terrain. Parce que le basket, c'est 5 contre 5. Mais il n'y a pas de néophytes, ça veut rien en basket. Tout le 3-3 monde et le 5-5. Le basket, c'est un sport qui est fantastique à regarder avec plein de jeunes. Plus généralement, sur le sport féminin, quelle est votre opinion, vous voyez, par exemple, les droits télévisuels sont en train de prendre un intérêt très important, hein, les télévisions, sur le sport féminin. Est-ce que c'est quelque chose qui vous frappe? Vous êtes membre du Conseil national du sport aussi. On propose dans les travaux que nous avons réalisés de permettre, donner la possibilité à la création de 2 ligues au sein de certaines fédérations, notamment pour une ligue féminine. Ouais. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, lorsqu'une ligue discute de droits de télévision, c'est surtout pour le masculin. Et là, on veut donner la possibilité au sport féminin, alors qu'il ne sera pas au même niveau au démarrage. Il ne faut pas non plus. Ils font de bonnes audiences, ils font de bonnes audiences quand il y a mais il faut leur donner la possibilité de pouvoir, elles aussi, être en capacité d'avoir des revenus des télévisions pour développer ce sport féminin. Merci Michel Savin. Merci beaucoup Michel Savin. Ancien basketteur, mais toujours passionné. Merci, on passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. Voilà, les temps forts aujourd'hui au Sénat, bien sûr, à 10h30, la reprise de la séance avec la suite de l'examen du projet de loi sur l'Office français de la biodiversité. C'est le texte qui entérine la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour créer ce futur Office français de la biodiversité, une fusion qui doit permettre de mutualiser les ressources de police de l'environnement des 2 organismes, notamment pour la lutte pour le braconnage. Et puis l'autre grand temps fort aujourd'hui au Sénat, c'est bien sûr à 15h la séance de questions d'actualité au gouvernement, à suivre bien sûr en direct et en intégralité sur notre antenne, les suites et la restitution du grand débat, avec bien sûr les annonces d'Emmanuel Macron la semaine prochaine seront au menu de ces séances de questions d'actualité. Tout de suite on passe à la revue des unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Merci beaucoup. On commence par la version numérique de Sud-Ouest, sudouest.fr, avec la bataille judiciaire de Paul François, un céréalier charentais. La justice donnera-t-elle raison à Paul François face à Monsanto? Après plus de 10 ans de bataille judiciaire, l'agriculteur charentais espère obtenir une condamnation du géant américain. Ça fait 12 ans que Paul François tente de faire reconnaître la responsabilité de la firme dans son intoxication à un herbicide. Il avait été intoxiqué après avoir inhalé des vapeurs de Lasso. C'est un herbicide produit donc par Monsanto. Il assure souffrir depuis de graves troubles neurologiques. Le Lasso est interdit en France depuis novembre 2007. Paul François réclame une indemnisation à hauteur de plus d'1 million d'euros. Voilà, à la une du Courrier de l'Ouest, le désarroi des Anglais d'Anjou. Vous croyez qu'on va vivre assez longtemps pour en voir l'issue? C'est la question que pose John Kurt, 76 ans, retraité, installé depuis 2003 avec son épouse au Puy Notre-Dame, c'est en Anjou. Il est en plein désarroi face aux atermoiements qui entourent le Brexit. Comme John, ils sont plus de 1200 Anglais présents en Maine-et-Loire. Et face à la situation actuelle, ils sont bien sûr inquiets après avoir été annoncé pour le 29 mars, puis le 12 avril. Le prochain Brexit devrait avoir lieu le 31 octobre, annonce hier soir pour donc Halloween. Ça ne s'invente pas. Voilà, à lire dans Nice Matin, ce sont les villes où l'on vit le mieux. Nice Matin a réuni des milliers de données publiques. Résultat, selon ce baromètre de la qualité de vie dans les Alpes-Maritimes, Vence est 2e, Nice 8e.
Et la première, la ville où il fait le plus bon vivre dans les Alpes-Maritimes, c'est Valbonne. Très bien, Saveria, on continue avec le Télégramme. C'est l'histoire d'un trou noir vertigineux. On a vu des images spectaculaires hier. Ça y est, on l'a identifié, on l'a photographié. C'est une première dans l'histoire de l'astronomie, une véritable image d'un trou noir dévoilé hier, alors qu'il n'existait jusqu'à présent que des simulations numériques de ces objets célestes. Des scientifiques ont pu réaliser cette prouesse, un véritable monstre cosmique situé à quelques 50 millions d'années-lumière de la Terre. Sa masse est équivalente à plus de 6,5 milliards de fois celle du Soleil. Merci Saveria, on vous retrouve demain pour l'actualité parlementaire et pour la revue de presse. Nous on continue, dans un instant c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, vous allez le voir. Et puis ensuite c'est le Zap Matin de Christophe Combarieux, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin, ainsi que dans les journaux télévisés et les émissions politiques hier au soir. Et puis on se retrouve juste après, à tout de suite. Très bonne journée, à demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Mesdames et messieurs les Républicains, ça a vu vous faire bizarre d'avoir comme porte-parole de votre opposition à la privatisation d'ADP le porte-parole du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale. Vous avez dû vous demander, mais est-ce que je ne me suis pas trompé de salle? Nous sommes évidemment respectueux des procédures parlementaires et des outils démocratiques. Il est normal qu'ils soient utilisés par l'opposition, quand bien même elle est constituée des attelages les plus baroques. Permettez-moi de le souligner ici. Il n'y a pas, monsieur le Premier ministre, dans ses signataires, un attelage curieux, comme nous l'avons entendu, mais une volonté collective de ne pas reproduire les errements du passé et de préserver le patrimoine des Français. Elle arrive avec le sourire et une demande, plus de temps pour convaincre le Parlement britannique de voter l'accord de Bruxelles et éviter une sortie sèche de l'Europe. C'est la raison pour laquelle il y a des gilets jaunes en France alors qu'il n'y en a nulle part en Europe. Parce que vous avez semé la discorde, la zizanie. Tout simplement parce que les gens voient bien qu'il y a aujourd'hui un problème de cohésion. Et la cohésion, la seule façon d'y parvenir, c'est d'être juste. Rien n'est acquis. Rien. Et en particulier, quand j'entends les rumeurs, aucune extension longue. Nous devons comprendre aujourd'hui pourquoi cette demande, quel est le projet politique qui la justifie et quelles sont les propositions claires. Cette taxe que vous avez commencé à appliquer en 2018. Qui était dans votre programme que également. Les Français, pas du tout. Et vous le savez très bien. Mais chacun pourra vérifier, parce que déjà la dernière fois, vous aviez menti. On ne fait pas le match de la je vous rappelle que vous avez durci la pente et que vous l'avez augmenté. Mais chacun pourra le vérifier. C'était quand même dans votre programme. Pas du tout. Je le répète, là encore une fois, vous mentez, pardon. Nous demandons une extension du délai jusqu'au 30 juin. Le Parlement britannique n'a pas encore voté l'accord de retrait, donc nous avons besoin de ce délai supplémentaire pour essayer de le faire adopter. Monsieur Wauquiez, votre budget a été retoqué par le TA. Vous donnez des leçons sur la gestion de votre région, c'est drôle quand même. Bah oui. Excusez-moi. Bah oui, mais je vais vous dire ce qui compte le plus pour mes habitants, je vais vous dire ce que c'est. C'est pas d'avoir été retoqué sur un petit sous-amendement. Non mais donnez pas de leçons de savoir-faire, c'est tout ce que je dis. Je vais vous dire pourquoi, et pourquoi je me permets de vous donner y compris des leçons et que vous devriez écouter. Ah bah, je vais les entendre avec soin, oui. Theresa May joue un double jeu parce qu'en réalité, elle a toujours elle-même été opposée au Brexit. Et donc, quand vous avez un texte qui est négocié entre des personnes qui ne veulent pas appliquer la décision du peuple, eh bien, on aboutit à une situation de blocage total. C'est quelqu'un qui, je crois, s'est empreint de beaucoup de gravité. Sans doute une gravité qu'il n'avait pas forcément au début du quinquennat. Et donc, j'ai l'intime conviction qu'il a entendu, j'allais dire même presque absorbé, ce que les Français ont dit à travers la crise des Gilets jaunes et ce grand débat national.
Voilà, demain en direct dans Territoire d'Info, l'invité politique, ce sera Stéphane Séjourné, le directeur de campagne de La République En Marche pour les élections européennes, qui sera notre invité sur ce plateau. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain aux mêmes heures. Bonne journée à tous, au revoir.